dans leur manière de fabriquer des instruments. Et la deuxième partie était consacrée à l'art, à la contribution des écrans par le développement immatériel. Le développement, ce n'est pas seulement une transformation de la nature par des moyens matériels, c'est une transformation qui s'opère sur une base mentale, une base morale et intellectuelle. Et pour cela, il faut comprendre précisément quelles sont les bases de la culture écan. Sa morale, son code à Kwamdor et Kwamdor, qui est la façon dont l'écan vit, ce qui reflète donc ses valeurs. Il faut également voir toute son économie liturgique, ses rites, les rites qui ponctuent toute sa vie. Les rites de purification, les rites de sanation, les rites d'expiation, les rites de propitiation, c'est-à-dire pour créer les conditions au bonheur. Tout cela fait partie de la culture écan. D'où l'importance de la notion de metum qui renvoie précisément à l'ensemble des habitudes et des mœurs des écans, des choses qui demeurent encore fondamentales dans le monde actuel. Autrement dit, pour conclure, l'écan n'a pas besoin de se couper absolument de son passé pour affronter le présent et l'avenir. Il y a des choses dans son passé qui lui seraient très utiles au moment où il doit se projeter dans un temps nouveau. Le passé ne doit pas mourir. Dans ce passé, il y a des choses qui sont encore intéressantes, même pour le présent et le futur. Bien, professeur, vous avez été, je crois, le maître d'œuvre du laboratoire scientifique. Est-ce que vous avez le sentiment que toute la production que vous avez imaginée, pensée et produite et trouvé un écho favorable auprès de ceux? Déjà, est-ce que les gens vous écoutaient? Oui, beaucoup de gens étaient là pour écouter les intervenants. Je pense que les organisateurs du festival m'ont consulté, mais ils ont aussi consulté d'autres personnes. Et donc, je pense que nous nous sommes enrichis mutuellement, les uns au contact des autres. Il y a des intervenants que j'ai découverts ici, que je ne connaissais pas, et j'ai tellement appris de ce qu'ils disaient. J'imagine que eux aussi, ils ont appris quelque chose de moi. Et donc c'est ça, c'est ce que Senghor a appelé le donner et le recevoir. C'est une très bonne chose. Ça a été une grande messe culturelle, une grande messe scientifique, une grande messe socio-culturelle, économique et linguistique. Les écrans parlent différentes langues. Et moi j'ai été agréablement surpris de voir le maire de mon arrondissement, l'arrondissement de Mangasina, qui était là avec le groupe Chinga. Donc mon arrondissement est majoritairement composé de Chinga. Donc c'est une très bonne chose. Nous nous sommes mutuellement enrichis les uns au contact des autres. Et je pense qu'il faut que des initiatives comme celle-ci s'enrichissent. Le conseil que je peux donner aux organisateurs du festival, c'est que on prenne les contributions scientifiques des uns et des autres et qu'on publie ça comme un ouvrage. C'est-à-dire les actes du festival Mvet Oyeng du peuple écan 2019. On publie ça. Dans 2 ans, il y aura d'autres contributions. Chaque année, on va publier ça. Les gens qui viendront après nous verront ce que nous avons fait. Et nous parlons aussi du passé, de ce que les autres avant nous ont fait. Tout le monde va s'enrichir. La culture mondiale va s'enrichir. La culture nationale va s'enrichir. Les différentes cultures des pays où les écans sont attestés vont s'enrichir également. Donc je pense que ça a été un très grand succès. Bien, pour l'anthropologue, je crois qu'en relation avec l'homme écan, est-ce que ça a permis d'ouvrir certains pans de vos recherches? Oui, ça va sans le dire, c'est naturel. Dès qu'il y a fusion, croisement, l'intellectuel devrait tirer quelque chose de bénéfique. C'est même ça qui fait la dimension plurielle de notre festival. Ça veut dire, je viens apprendre, je viens écouter ce que disent et ce que font les autres. Dans ce que j'écoute, je ne recopie plus ce que je sais déjà. Mais de tous les intervenants avec lesquels nous avons été dans les plateaux, comme l'a dit le professeur, j'ai glané à chaque fois qu'il y a eu une intervention, j'ai glané beaucoup d'économies dans la richesse culturelle. Maintenant, j'ajoute aussi à ce qu'il a dit,
Ce calendrier, on appelle l'almanach du festival. J'ai été gêné un peu aujourd'hui qu'on passe presque 1 heure à chanter les hymnes. C'est-à-dire si par malheur, il se trouve qu'il y a 20 pays où les camps habitent, on va prendre une journée pour écouter d'abord les hymnes de ces divers pays. Alors il faudrait que le peuple écan ait son hymne. J'ai été encore gêné quand on primait les gens, on les appelait par leur nationalité. Moi, j'aurais voulu qu'on appelle un Tinga, n'est-ce pas, un Ebar ou un Yemisem. Parce que l'anthropologue a des fois des éléments qu'il faut maintenant traduire pour être utilisables pour des générations futures. Certains. Professeur, avant de demander, vous avez de manière globale souhaité que certaines choses soient améliorées. Je voudrais partager une proposition du professeur Billois qui estime que toutes les productions scientifiques qui ont été développées ici doivent être publiées. Vous partagez cet avis? Tout à fait. Je souhaite qu'elles le soient parce que ça va contribuer à alimenter le débat, l'investigation, la recherche et le questionnement sur la manière dont précisément les grandes communautés se construisent et se reconstruisent dans le temps. Avec ces contributions, on va voir quelles sont les bases profondes qui font la communauté des Ekans et on va aussi voir les différents compartiments des Ekans pour cerner les différences. On va par exemple voir que si on part sur la base des origines, les Ekans ont un certain nombre de discours d'origine qui sont les mêmes, mais il y en a aussi qui sont différents. Ça veut dire que les gens ne présentent pas nécessairement leur généalogie de la même manière. Et ça permet de comprendre qui se met où et qu'est-ce qui se met à tel ou à tel endroit. Ça veut dire que précisément, nous sommes ici face à une communauté, mais une communauté qui s'est constituée à partir d'unités qui portent aussi la diversité et la pluralité. Alors, professeur, l'une des récriminations faites aux Ekans est naturellement ce que nous venons de vivre ici. Une Ekan qui n'arrive pas à s'exprimer en sa langue vernaculaire. Et on se dit, moins on perçoit le message, moins on s'y intéresse. Alors, est-ce que dans la production intellectuelle et scientifique, vous avez pensé à ce volet? Oui, on a abordé ce problème mais très brièvement. Mais je pense que ce n'est pas seulement le problème de la communauté Ekan. C'est le problème de tous les Africains. Beaucoup de nos enfants qui grandissent dans les mégalopoles comme Yaoundé et Douala grandissent en parlant le français et l'anglais. Parfois, ceux d'entre nous qui avons épousé des femmes qui ne sont pas de nos communautés d'origine, nos enfants ne parlent pas nos langues maternelles. Mais on peut contourner ce problème en organisant des écoles de vacances où on peut dire aux enfants: vous allez à cette école de vacances et vous allez apprendre 2 ou 3 langues Ekan. Et je vous assure, les enfants ont beaucoup d'engouement pour nos cultures traditionnelles. Il n'y a qu'à voir dans les lycées et collèges, quand il y a une chanson aux langues traditionnelles qui passe, les enfants la miment toute la journée, ça les amuse, mais ils aiment ça. C'est leur culture. Je pense que chaque communauté devrait s'arranger pour que ses enfants apprennent à parler les langues pendant les vacances. Ceux qui ont encore des grands-parents au village peuvent envoyer les enfants au village. C'est très important. Sinon, nos langues vont mourir. Nos langues vont mourir. Et ce qu'on a vécu là tout à l'heure avec une petite fille, une petite fille. Elle doit être ma petite fille étant donné mon âge. C'est que, bon, nos enfants, ils ne parlent pas nos langues. Ils ne parlent pas nos langues. Mais on doit mettre en place des écoles de vacances. On doit organiser des activités au village pour que pendant un mois, les enfants soient en contact avec nos langues. C'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Je voudrais vous inviter à revivre en image la cérémonie de clôture.
très sincèrement, monsieur le maire de la commune d'Amba, président. Voilà, nous allons évoquer les grands clichés de ce festival. Lorsque le festival, le deuxième festival, Mvetoyan d'Ambam, ferme ses rideaux, pour vous, quels sont les grands clichés? Le plus grand cliché, c'est les retrouvailles. Ça veut dire rien ne vaut l'unité des frères. Bon, les clichés, je pense que l'environnement même est différent. C'était la première fois que je venais en BAM. Mais je connais très bien le sud parce que j'ai fait mon école primaire à Saint-Mélima et j'ai fait une partie aussi de mes études à Ebolova, où mon père était adjoint préfectoral. Mais je n'avais pas jusque-là eu de contact avec les Ntoumou. Donc je les connais, j'ai des collègues qui sont Ntoumou, mais hors de leur environnement naturel, ils ne sont pas la même chose. Voilà, donc ici j'ai pu voir les Ntoumou dans leur environnement naturel. Donc c'est un enrichissement énorme pour moi. J'ai cette fierté parce que j'ai vécu de bien agréables retrouvailles avec des frères qui sont venus du Gabon et de la Guinée équatoriale. Et là, il y a une certaine conscientisation. Et je suis très flattée par cette exhortation d'un retour aux sources, surtout au niveau de l'art culinaire. Oui, les frères qui se retrouvent, les frères qui sont en joie, les frères qui sont contents de se retrouver. Et puis je constate qu'il y a déjà une certaine conscientisation et on remarque qu'il y a même des points d'amorce. On a oublié tout le train-train quotidien. Nous nous sommes focalisés sur le fait que nous devons rentrer en arrière. Nous devons regarder dans le rétroviseur, vivre comme nos ancêtres le faisaient. Si à cela on peut donc ajouter la science, des gens qui vont à l'école, je crois que notre peuple sera très propulsé. C'est une fierté. Je suis très content.